un invité spécial donc, qui nous vient du Sénégal et qui est actuellement en séjour de recherche à l'Institut des sciences de l'éducation avec nous à l'UM6P. Son nom, c'est Aladji Madio Diop. Professeur Aladji Madio Diop est docteur en sociologie de l'Université Laval. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey, au Sénégal. Il est aussi responsable du département développement durable de l'unité de formation et de recherche en santé et développement durable, donc de l'UADB, de son université. Il est évidemment membre de plusieurs organisations scientifiques et ses intérêts de recherche se concentrent autour de plusieurs thèmes, dont notamment la sociologie de la famille, la sociologie de l'éducation, le développement durable. Il s'intéresse aussi à la méthodologie de la recherche en sciences sociales et plus spécifiquement à l'évaluation des programmes et politiques publiques. Voilà, donc merci Aladji de participer à notre série de séminaires. Merci pour ta visite. Et tout de suite, je m'en vais vous laisser la parole pour 30-40 minutes de présentation et ensuite on prendra les questions. Voilà. Merci, professeur Judy Kayel. Vous me permettrez, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous exprimer toute ma gratitude d'avoir eu l'amabilité de m'inviter ici à Benguérir. Et j'avoue que je suis là depuis quelques jours seulement, mais j'ai pu constater de visu votre engagement, votre dévouement, vous et vos associés, vos collaborateurs. J'ai vu également tous les efforts que vous déployez pour véritablement encourager, encadrer vos étudiants, mais surtout, j'apprécie votre générosité dans la transmission du savoir. J'ose espérer que notre partenariat ira de l'avant en se fructifiant. Et également, avant de vous soumettre mon plan de présentation, vous allez me permettre de vous parler un petit peu du contexte. Vous savez, en 2017, l'AUF a fait un appel à projet pour demander aux universités de l'Afrique de l'Ouest d'élaborer des programmes de formation en partenariat avec les acteurs socio-économiques. Notre département avait soumis sa candidature, c'est en 2018 qu'on a été accepté. Ce fut quelque chose, une expérience enrichissante, aussi bien pour nous que pour nos partenaires non académiques. On a su documenter le processus pour en faire une publication qui a été acceptée le mois de novembre passé par la revue Lien de la FASTEF de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Toujours quand je parle du contexte, quand on parle d'un partenariat université-entreprise pour l'élaboration des programmes de formation pour un développement durable, nous nous référons tout le temps aux ODD qui ont été adoptés en 2015 par la communauté internationale. L'idée, c'était surtout de créer les conditions pour un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire, mais surtout plus prospère d'ici 2030. L'échéance, quand même, et on est déjà à mi-chemin. Il reste beaucoup de choses à faire, c'est certain. Et dans cette optique, il a été demandé au gouvernement, aux particuliers, aux ONG, aux acteurs de la société civile de s'appuyer sur cette initiative 2030 pour élaborer les politiques de développement économique et social. Il est évident, c'est une évidence que la mise en œuvre des ODD reste problématique dans certains pays comme le nôtre, qui est le Sénégal. Parce que on
assiste, où il y a beaucoup de difficultés d'accès aux services de base. C'est une population très jeune qui est confrontée énormément à des problèmes de formation, à des problèmes d'emploi. Ainsi, le gouvernement a décidé de faire de l'éducation un important levier de développement pour quand même toute la nation. Et ce faisant, toutes les actions en éducation s'axent sur l'ODD 4, qui est un objectif pivot, qui cherche vraiment à transmettre une éducation de qualité, inclusive, équitable pour tous et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il faut dire qu'au Sénégal, le gouvernement a procédé à un élargissement de la carte universitaire pour une meilleure résorption des bacheliers. Là, je veux vous dire qu'au Sénégal, depuis quasiment 15 ans, on assiste à une création fulgurante des universités. Et c'est dans cette optique que notre université a été créée en 2007 comme étant un centre universitaire régional. Justement, dans ma présentation, je vais parler d'abord de l'université Alioune Diop de Bambey. Ensuite, je veux vous parler de la mise en œuvre de la formation en développement durable. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est la seule université de l'Afrique de l'Ouest, on a fait d'autres études, à notre connaissance, qui a un département de développement durable. Parce que partout ailleurs, c'est généralement l'enseignement du développement durable se fait sous forme de filières, etc. Mais un département qui est axé sur les 3 piliers du développement durable, à savoir le social, l'économique et l'environnement, c'est la seule. Donc, je vous parlerai de cette mise en place de cette formation. Ensuite, je vais vous parler spécifiquement de l'élaboration de la maquette du master qui a été faite avec des acteurs quand même socio-économiques. Je vous parlerai en 4e position de la méthodologie d'élaboration et je terminerai en parlant de l'intérêt d'un partenariat université-entreprise. Vous voyez ici la carte du Sénégal. Vous ne verrez jamais la ville de Bambey sur cette carte. Quasiment sur toutes les cartes officielles du Sénégal, la ville de Bambey, qui est la ville d'implantation de notre université, n'y trouve pas. Et regardez ici, vous voyez la première université qui a été créée au Sénégal, c'est l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est à Dakar, sur la côte ouest. Il a fallu rester jusqu'en 1990 pour voir une deuxième université au Sénégal, celle de Gaston Berger, dans le nord du pays, toujours sur la côte ouest. Et en 2017, autant pour moi, en 2007, c'est là qu'a commencé vraiment l'émergence de nouvelles universités. On assiste à la création de l'université de Thiès. On le voit également, c'est toujours sur la côte ouest. Ensuite, la même année, celle de Ziguinchor, dans le sud du pays, toujours sur la côte ouest. Ça veut dire qu'au Sénégal, les ruraux, les gens de l'Est, convergeaient vers l'Ouest à la quête du savoir. Et en 2007, on a créé au milieu du Sénégal, dans le bassin arachidier, le CUR de Bambey, centre universitaire régional, avec une formation de 2 ans. Mais en 2009, donc 2007,
on constate que le savoir donc va vers les ruraux. Et en 2009, le CUR s'est transformé en une université, l'université de Bambey, qui devient en 2011 Université Alioune Diop de Bambey. Et l'objectif de la création de cette université était de dispenser des formations de pointe et parfaitement conformes aux besoins exprimés sur le marché de l'emploi. Contribuer à la diversification au niveau national de l'offre de formation universitaire, contribuer à la mise en place des conditions de qualification permanente des citoyens. Donc, c'est une formation générale et professionnelle universitaire conforme au système licence, master, développement autant pour moi, doctorat LMD, que le Sénégal a adopté depuis la fin des années 90. S'agissant maintenant de la mise en place de la formation en développement durable, l'Université de Bambey est située dans une zone fleuve avec une détérioration de l'environnement accélérée. Donc, en créant seulement en 2017 le département de développement durable, l'objectif était de former des étudiants et étudiantes en mesure de comprendre les enjeux de développement durable, de développer des compétences pour relever des défis économiques, sociaux et environnementaux, en contribuant à la mise en œuvre et à l'atteinte des ODD. Comme vous le voyez donc, l'offre de formation s'appuie sur les 3 axes du développement durable. Et dans cette mise en œuvre des ODD, il est évident que les universités peuvent jouer un rôle fondamental en fournissant des connaissances, des innovations et des solutions pour soutenir la mise en œuvre des ODD, en encadrant les futurs leaders susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des ODD, en intégrant les principes des ODD dans la structure de gouvernance des universités, et également en développant un leadership sociétal sur l'importance des ODD. Donc, vous le voyez, la mise en place de la formation s'axe résolument dans les ODD. Et c'est une mise en place qui s'est faite en passant par plusieurs étapes, où il fallait inviter beaucoup d'experts du domaine, échanger avec eux sur les tenants et aboutissants des différentes offres de formation. Cela nous a permis de bonifier le contenu de nos enseignements. Et dans le système LMD, il est dit que les enseignements doivent être faits à 60% par des universitaires et à 40% par des professionnels, ce qui donne également l'opportunité aux étudiants de pouvoir avoir facilement des stages et même parfois d'être recrutés à l'issue de leur stage. S'il s'agit de regrouper autant d'acteurs, c'était surtout pour réfléchir, donc, comme je vous l'ai dit, sur la pertinence de l'offre de formation, le choix des disciplines et leur adéquation avec les problématiques environnementales au niveau local, allant de la gestion des ordures, qui est un fléau dans notre pays, donc à l'économie verte, en passant par l'approvisionnement en eau potable. On est implanté dans une zone où la qualité de l'eau laisse à désirer, même si on dit que l'eau est potable. Les pollutions, les changements climatiques que nous vivons de plein fouet.
ce qui m'amène maintenant à parler spécifiquement de l'élaboration de la maquette du master, que je qualifierais démarche innovante. Parce que ce qui nous caractérise, nous autres universitaires, quand nous élaborons nos offres de formation, nous le faisons entre nous, dans nos bureaux. Et il fallait aller trouver des acteurs non académiques qui n'ont absolument rien à voir avec les réalités des universités. Interagir avec eux. Ça a pris beaucoup de temps pour le réussir, mais quand même, on l'a réussi. Et la première étape qu'on a commencé, en dehors même de la présence de ces acteurs, c'était de faire une analyse systémique et institutionnelle pour passer en revue les différentes offres de formation en développement durable au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. Ainsi, beaucoup de données ont été quand même colligées parce qu'on n'est pas seulement, on ne s'est pas resté contenté de voir le titre des formations, mais on a essayé de trouver le contenu parce que ce qu'on voulait, c'était d'offrir quelque chose d'original. Parce que la plupart du temps, on assiste à, je ne dirais pas du copier-coller, mais beaucoup de choses qui se ressemblent dans les offres de formation. Mais nous, on s'est dit, nous avons obligation de proposer quelque chose qui n'existe pas. Et ce faisant, on est allé creuser. Et je vous montre ce tableau-là. On a vu véritablement toutes les formations qui se donnaient, surtout à Dakar. Je ne peux pas mettre tout ce qu'on a vu à travers l'Afrique ici. Mais quand vous regardez la 4e colonne, plan de formation, vous voyez, c'est sur l'environnement, sur physique appliquée, option énergie renouvelable. Mais c'est seulement la physique seulement appliquée. Ils ne prennent pas toute la gamme des énergies renouvelables. Ils te donnent écosystème et environnement, agroécologie, gouvernance territoriale en aménagement et développement communautaire. Donc, vraiment, ce fut quand même un exercice très enrichissant. Et cette étape passée, je vous parlerai, quand on a fini de faire ça, on dégage des principes de base sur lesquels on doit axer l'offre de formation. D'abord, en associant les acteurs non académiques à l'élaboration de la maquette du cours, en établissant l'adéquation entre les parcours de formation et les besoins du marché et des collectivités pour une meilleure opérationnalisation des produits tout en assurant leur employabilité. C'est ça le défi fondamental dans nos pays. Cette adéquation entre l'offre de formation et les réalités du marché. Parce que tout le monde le sait, la plupart du temps, les entreprises se plaignent. Les étudiants qui sortent des instituts de formation et autres universités ne s'adaptent pas au milieu de travail. Et les entreprises sont obligées, généralement, d'investir à nouveau pour leur formation. Et ils disent que la plupart du temps, à peine que les étudiants terminent leur formation, ils vont ailleurs. Donc, c'est une réalité. Mais également en mettant l'accent sur une approche participative, inclusive, collaborative durant tout le processus. Parce que je vous le dis, on ne l'a pas fait en une seule séance. Presque sur 5 mois, on se réunissait pendant 6 jours. On était vraiment loin de nos familles. On allait quelque part dans le Sénégal, des profondeurs, et on planchait sur ce que nous allions offrir. Et surtout en mettant en place donc un dispositif de formation co-construit. Voilà, ça c'était très important, co-construire l'offre de formation
qui soit orienté donc sur l'acquisition de compétences et d'aptitudes. Un instant, c'est la machine qui s'est plantée là. Donc, toujours sur les principes, il fallait bâtir un cursus de recherche et un parcours professionnel permettant aux étudiants d'explorer des problématiques environnementales, sociales et économiques. On le voit encore, ces trois axes. Donc, viser une ouverture professionnalisante sur des champs disciplinaires très diversifiés pour faciliter l'insertion des étudiants donc, dans le marché du travail en mettant l'accent sur la démarche qualité. Ça également, c'est très important, la démarche qualité. Parce que, vous savez, d'ailleurs, au Sénégal, il y a l'ANAQ-Sup qui est chargé véritablement d'analyser quand même les offres de formation et leur pertinence, mais surtout également leurs adéquations avec les réalités du pays. Mais également développer le sens du leadership chez les étudiants pour une meilleure mise en œuvre des ODD. Maintenant, l'autre étape fondamentale, quand tu vas vers un tel projet, il faudrait qu'il y ait l'engagement des structures qui t'accompagnent. Les identifier, avoir leur engagement et aller de l'avant. Ce faisant, on a pu avoir l'adhésion de quelques structures comme Enda Énergie. Vous connaissez déjà Enda Tiers-Monde certainement. Il y a Enda Énergie. Il y a le Programme national de développement local, PNDL, qui est un organisme étatique, très grand organisme. Il y a la mutuelle d'épargne de crédit des agents du secteur public et parapublic, la MECAP. Il y a le réseau de solutions en développement durable du Sahel, le réseau SDSN, mais également le Millennium Promise qui était chargé de la mise en œuvre des OMD à l'époque. Maintenant, ils sont très actifs dans la mise en œuvre des ODD. Donc, toutes ces structures, pendant tout le processus, nous ont accompagnés et nous ont été d'une très, très grande utilité. Et pour la petite histoire, je vous dis que je ne dirais pas la quasi-totalité, presque plusieurs de ces acteurs qui nous ont accompagnés donnent des cours chez nous maintenant. Et ils nous disent, on n'a jamais imaginé qu'on allait enseigner à l'université une seule fois. Et leur présence parmi nous nous facilite également beaucoup de choses. Nos étudiants peuvent avoir facilement des postes de stage. Après la toute première quand même étape, parmi les premières étapes, lorsqu'on s'est réunis la première fois, il fallait faire l'analyse et l'identification des besoins donc en formation. Parce que comme vous le savez, hein, la plupart du temps, hein, l'analyse et l'identification des besoins de formation sont escamotés dans les offres de formation. Et ça pose énormément beaucoup de problèmes. On a vu tellement de programmes de formation, on les a mis sur le marché sans pour autant déterminer du besoin. Et ensuite, quelle est l'utilité de cette formation-là? Donc, ce fut un processus primordial pour maximiser l'atteinte des objectifs donc, de la formation. Et cette analyse hein, a permis de dégager plusieurs axes devant être pris en compte dans l'offre de formation pour répondre seulement aux besoins du marché. Ainsi, la priorité a été accordée aux secteurs les plus névralgiques et on va y revenir davantage.
Donc, l'accent donc a été mis sur la composante énergétique, efficacité énergétique, comment former les étudiants à développer des comportements citoyens. Et je sais que là, lorsque nous, on le disait, il y a déjà 3 ans, 4 ans, quand vous allez maintenant en Europe, on essaie de former les populations sur les comportements citoyens par rapport à l'énergie, surtout, cela est surtout dû, il faut le dire, à la guerre en Ukraine. Hein. Donc, nous déjà, on pensait à ça dans nos pays parce qu'on sait qu'il y a énormément, beaucoup de gaspillage. Donc, la maîtrise de l'eau par rapport à l'ODD 13, le développement de l'esprit entrepreneurial. Et toujours dans cette analyse de besoins, avant même l'heure de formation, on s'est dit quand on va former des étudiants qui vont sortir, en termes d'employabilité, qui pourra les accueillir? On a dit que l'État, à travers la fonction publique, il y a les collectivités locales, il y a le privé, les organisations paysannes qui sont très actives au Sénégal, il y a la société civile, il y a les ONG. Ça ne fait pas partie de ce que vous avez lu là. Donc, on a identifié les domaines de compétences. Et je me rappelle bien, on avait dans l'équipe quelqu'un qui venait, il était le responsable de la formation et de la communication du PNDL. Il nous a dit que dans les collectivités, ce qui manquait le plus, c'était la maîtrise d'ouvrage. Donc, on l'a intégré. On ne peut pas parler du développement durable sans pour autant parler de planification. La planification, elle est partout présente. On l'a intégrée dans l'offre de formation. La gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on peut penser au budget des collectivités. Comment essayer de jouer la transparence dans les dépenses publiques. Mais également, on a mis l'accent sur le suivi, évaluation qui permet de mesurer les performances et d'évaluer les impacts. Et on s'est dit qu'analyser sous l'angle du développement durable, l'offre de formation devrait tenir compte des missions des collectivités territoriales, faire l'analyse de la situation des collectivités en prenant en compte la participation communautaire, inclure les aspects de la santé comme la nutrition, la transition sanitaire, la gestion des ordures, en mettant l'accent sur le tri, le recyclage des déchets et le compostage. C'est pas toujours agréable de le dire. Dans nos villes, moi j'ai l'habitude de le dire, quand tu entres dans une ville, ce qui te dit bienvenue, c'est les ordures. Quand tu sors de la ville, c'est les ordures qui te disent au revoir. Donc les dépotoirs, c'est à l'extérieur de la ville et ce qui donne une mauvaise image parfois des villes. Donc, on a également mis l'accent sur la RSE, la responsabilité sociétale des organisations. De plus en plus, c'est un concept quand même en vogue. On a essayé, même au-delà de notre master, d'en faire une option au niveau de notre licence, la RSO. Donc, mettre également l'accent sur les approches méthodologiques. On a constaté que les étudiants avaient énormément, beaucoup de soucis avec la méthodologie. Quand ils font leur mémoire de maîtrise, quand ils font leur rapport de stage, ils ne savent même pas par où commencer ou par terminer. Donc, on a dit, on va mettre l'accent sur des approches méthodologiques. Et
offrir les principes de base pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable en créant des laboratoires vivants dans lesquels les étudiants essaient de mettre en place des projets de développement et explorer les aspects technologiques comme les MOOC pour permettre la remédiation en mettant en ligne certains cours. Et avec la pandémie, les cours à distance nous ont permis de régler énormément beaucoup de problèmes. On est une jeune université qui n'a pas beaucoup d'infrastructures. Il y avait des télescopages. Au niveau du département, on a trouvé l'idée géniale de dire à certains intervenants, surtout les professionnels, de pouvoir dispenser leurs cours donc en ligne. Et toujours dans ce processus, on s'est dit, quand on fait une offre de formation, il nous faut dégager un cadre de référence. Et pour le master, on l'a fait parce que ce cadre permet de définir l'analyse de besoins de formation, décrire les niveaux auxquels elle s'applique, mais surtout présenter les différentes méthodes permettant de la réaliser conformément au texte en vigueur. Et donc, les grandes lignes du cadre de référence du matin ont été dégagées conformément au système LMD, qui est concomitant avec les questionnements scientifiques du développement donc durable. On a dégagé des objectifs de la formation. Vous savez, ce fut l'objet de plusieurs débats. Vous savez, l'objectif, chaque cours que déroule un enseignant a ses propres objectifs pédagogiques. Mais également, pour le master, on a dégagé des objectifs. Ce fut l'objet d'une semaine d'atelier parce que ça a été suivi de plusieurs débats. On propose quelque chose, on revient là-dessus et on n'est jamais satisfait de ce qu'on propose. Toujours est-il qu'on a dégagé cet objectif ou ces objectifs que sont donc former des étudiants capables d'analyser les enjeux de développement durable afin de concilier l'efficacité économique, l'équité sociale et la viabilité écologique. Toujours, on tourne autour des 3 piliers du développement durable. Parce que à chaque fois, on se rendait compte, après avoir défini un objectif, qu'on ne prenait qu'une partie de ces... On prenait seulement, on mettait l'accent sur un pilier, comme le faisaient d'autres offres de formation. Nous, on s'est dit, on est un département de développement durable, on offre un master de développement durable, tout doit être axé autour des 3 piliers. Et de façon spécifique, il s'agit d'opérationnaliser les ODD au niveau des territoires, déterminer des outils et instruments de gouvernance du développement durable, définir des mécanismes innovants et alternatifs de financement des ODD, tester des modèles alternatifs de production énergétique, proposer un objet de développement, un projet de développement personnel lié au développement durable, élaborer des outils de suivi et d'évaluation. Et dans le processus, on s'est dit, est-ce qu'on doit seulement rester dans nos bureaux, disons dans les salles, parce que c'était des salles de réunion. Et on a dit, non, il faut aller sur le terrain, aller à la rencontre des acteurs donc, socio-économiques. Cela nous a permis de visiter plusieurs entreprises. On est également allé à la rencontre des élus locaux. Et l'objectif était de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs services afin d'établir une certaine adéquation entre la réalité du terrain et l'offre de formation. Toutes ces activités nous ont permis des échanges fructueux entre les responsables des structures d'accueil et l'équipe d'élaboration de la maquette. Et du coup, je me rappelle, on a visité les cimenteries du Sahel
qui ont un volet très important de la RSE, immédiatement, du coup, ils nous ont dit, si vous pouvez nous envoyer des étudiants dans tel domaine et dans tel autre domaine, on peut les accueillir ici pour 6 mois. Donc, si on n'avait pas fait cette visite, on n'aurait jamais eu quand même été mis au courant de ce besoin. Cela nous a permis à la fin du processus de définir 3 options pour le master. On a une option gouvernance territoriale et développement durable, une option énergie et développement durable, mais également une option économie et financement du développement durable. Et c'est sûr que les acteurs présents ont beaucoup influencé quand même le choix de ces options. Parce que si vous voyez, je vous ai dit que ceux qui nous ont accompagnés, c'était le Programme national de développement local. Il y avait le secrétaire exécutif de Enda Énergie, mais également le président du conseil d'administration de la MECAP. Donc, c'était tout à fait normal. Et pourquoi il y a un intérêt dans le partenariat, et je suis à la dernière partie de la présentation, il y a un intérêt dans le partenariat université-entreprise, c'est parce qu'on a constaté, je vous l'ai dit d'emblée, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et dans un pays comme le Sénégal, il y a un taux élevé de demandeurs d'emploi diplômés de l'enseignement supérieur. C'est extraordinaire. Et la plupart du temps, si tu dis que ces gens-là sont formés pour retrouver, comme on l'appelle, le rang des chômeurs. Ils ne peuvent pas s'insérer. Et quand parfois ils ont du travail, au bout de 6 mois, on les remercie. Parce que dans leur cursus, rien ne les prédestiné à aller travailler quelque part. Ce qui est une situation problématique qui pourrait être donc résolue en partie par un partenariat plus constructif entre les universités et les entreprises ou autres organisations. Cela présente plusieurs opportunités. Si les universitaires travaillent avec les entreprises, on l'a évoqué tantôt, cela permet aux étudiants d'avoir des stages dans des entreprises, mais également permet aux professionnels des entreprises d'intervenir dans les cursus de formation. Comme on l'a dit, on peut également les associer à l'élaboration des référentiels pédagogiques. Et une démarche de co-construction comme la nôtre permet de mettre en synergie des complémentarités entre les enseignants et les professionnels. Ainsi, les professionnels apportent une expérience indéniable en matière de connaissance du marché de l'emploi, des évolutions technologiques, de gestion prévisionnelle des ressources humaines, des situations de travail existantes ou à venir. Tandis que les universités peuvent accroître leur capacité d'adaptation de leur enseignement à la finalité de la professionnalisation fondée sur leur potentiel en ressources humaines et matérielles. Ainsi, ce type de partenariat peut permettre aux organisations qui engagent les universités dans la recherche de solutions aux défis de développement durable de bénéficier de capacités renforcées, tandis que les universités bénéficient d'une meilleure connaissance et reconnaissance et satisfaction de voir la théorie traduite dans la pratique. Et en terminant, je peux dire que l'élaboration de la maquette du master de développement durable à l'UADB, donc qui se veut professionnalisant, prend appui sur un travail d'équipe composé d'universitaires et des professionnels de plusieurs autres secteurs d'activité. Cela a permis aux premiers de sortir de leur stylo. Cette dimension collective constitue donc un atout indéniable. Je vous remercie de votre bien aimable attention.
Merci infiniment, professeur Diop, pour votre présentation très, très claire, pour présentation aussi d'une démarche qui, somme toute, est rare dans nos universités. Ici, nous, on a une autre expérience aussi hein, qu'on pourra comparer. Et c'est très bien. Je me réjouis du fait que des collègues un peu dans certaines universités commencent à faire tomber ce que j'appelle le mur de l'université. Donc, pour l'ouvrir un peu plus aux acteurs de la communauté. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Ça ne m'étonne pas, hein, il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, on ouvre la période de discussion. Et au lieu de lire les questions, je pense que je vais quand même donner la parole aux premières personnes qui ont posé des questions. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on va voir quelle autre méthode adopter. Donc, j'aimerais donner la parole à Monsieur Apollinaire Tony pour sa question. Si euh, Mohamed, tu peux m'aider à ouvrir le micro à Monsieur Tony. C'est bon? Monsieur Tony, est-ce que vous êtes là? Je suis bien là. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Apollinaire Tonien On ne t'entend pas. Je ne sais pas si on me voit. Oui, on entend maintenant. Vous pouvez y aller. D'accord, je me suis présenté. Je ne sais pas si je dois le répéter. Allez-y, on vous écoute. D'accord, je disais, je suis Apollinaire Tonien. Je suis étudiant en administration de Cameroun. Ma première préoccupation concernait la très ancrée. Ça coupe, on vous perd par moment là. Je vais essayer. Non, on n'arrive pas à vous suivre. Ça coupe là, ça coupe. Est-ce que vous souhaitez que je lise juste la question, puis on verra si vous prenez la parole un peu plus tard. Ça coupe donc. La question, professeur Diop, c'était à propos donc, de l'insertion professionnelle. Donc, sa question concernait des retours éventuels sur l'insertion professionnelle de vos étudiants qui sont dans le programme concerné. En fait, s'il s'agit de la licence, hein, parce que la licence, ce n'était pas aussi systématique que le master, on sait que je n'ose pas donner des chiffres, mais beaucoup de nos étudiants travaillent actuellement au niveau, disons, dans des ONG, dans des organisations paysannes, et plusieurs d'entre eux sont également en train de faire leur master en France. Et pour ce qui est du programme-là de master, c'est seulement l'année dernière qu'on a commencé le master 1. Là, on est au master 2. Et on a eu un taux de déperdition un peu élevé parce qu'au départ, on avait 22 étudiants. Nous savons que 5 ont été recrutés. Ils ont abandonné le master pour aller travailler. Il y a, je pense bien, encore quelque chose comme 7 étudiants qui sont allés en France continuer leur master là-bas. Et puis, il ne nous reste qu'une douzaine actuellement pour terminer le master 2. Et ce qui nous réjouit hein, en tant que responsable de ce département et de ce programme de formation, on travaille en partenariat avec les gens de l'Université d'Orléans, surtout le département de géographie. On a un programme sur les changements climatiques et 4 de nos étudiants déjà travaillent sur ce projet qu'on appelle Boudjou,
en référence à la ville de Bourges, en France, et Diourbel, la ville le chef-lieu de notre région d'implantation. Et ces 4 étudiants, extraordinairement, seront comme si c'était des projets tutorés. Ils ont reçu un montant d'argent pour leur permettre d'avancer rapidement dans leur programme de master et leur mémoire. Et on pense qu'ils pourront soutenir leur mémoire au mois de mars. Parfait, merci beaucoup. Je veux laisser la parole maintenant à Madame Lamani Soukaina pour sa question. On ne vous entend pas bien, madame. Bonjour, professeur. J'espère Ok. que vous allez bien. Très bien. Merci énormément pour cette belle présentation. C'était vraiment intéressant de soulever ces points-là à propos de la mise en place d'un dispositif de formation innovant, attractif et répond aux besoins du pays et de besoins en matière de compétences et de besoins du marché. Ma première question, c'était à propos de l'idée de construction des dispositifs de formation. C'était vraiment... j'aimerais juste d'avoir un plus de détails et de clarification à propos de cette partie de co-construction des dispositifs de formation. Et ma deuxième question à propos de la démarche qualité. Donc, comment nous pouvons intégrer la qualité dans la préparation du dispositif de formation pour avoir une formation de qualité, pour impliquer une démarche pédagogique de qualité et des outils numériques de qualité dans le dispositif de formation. Merci beaucoup. Merci. S'agissant de la première question, je dirais que, vous savez, l'AUF fait un appel à projet et dit, voilà nous ce que nous cherchons. Des universités qui puissent travailler avec des acteurs socio-économiques pour élaborer des programmes de formation pouvant permettre l'insertion des sortants. Ils vous le disent, ils vous donnent des objectifs et un canevas. Et à nous, autres départements, surtout chefs de département, d'élaborer le programme, disons, de répondre à l'appel à projet. Et surtout, d'écrire la démarche qu'on veut mettre en place et dire avec quel acteur nous comptons travailler. Et surtout, leur présenter des lettres d'engagement de ces institutions. Et je pense que donc ce qu'on leur avait soumis les a convaincus pour pouvoir être en mesure de nous donner autant d'argent pour élaborer donc le programme. Et s'agissant de la qualité de l'enseignement, vous savez, la qualité d'un enseignement dépend de plusieurs facteurs. Je suis dans un institut des sciences de l'éducation. Je vais essayer de reconsidérer tout ce que je veux dire, ou y aller avec prudence. Mais quand on est dans une démarche qualité, on doit essayer d'abord identifier les bonnes personnes pour dispenser les cours. Ça, c'est primordial. Et en amont, d'abord, comme on eut à le faire déjà dans l'offre de formation, tout le processus que je viens de décrire, son aboutissement logique, c'est d'avoir quelque chose de qualité, en analysant d'abord les besoins du marché, en analysant d'abord même les besoins des enseignants. Est-ce que ce qu'on leur offre est en adéquation avec ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont
besoins. Et quand on est certain que tout a été mis en place, on va aller dénicher l'oiseau rare. Parce que moi, je dis, offrir un programme de formation, c'est très facile. Mais qui pour le dispenser? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne qui a été quand même identifiée pour donner le cours? Mais au-delà de cette bonne personne, est-ce que toutes les conditions de travail sont réunies? Et ces conditions de travail, c'est les infrastructures, les salles, le matériel pédagogique, informatique. Est-ce qu'il est adéquat pour permettre de dispenser un enseignement de qualité? Parce que avec l'ANAQ-Sup, au bout de 5 ans, l'université ou le département peut faire appel à l'ANAQ-Sup pour évaluer et accréditer l'enseignement. L'ANAQ-Sup donne une accréditation parce que c'est un enseignement de qualité. Même si on n'a pas l'accréditation de l'ANAQ-Sup, ça ne nous interdit pas de dispenser l'enseignement. Mais l'accréditation montre qu'on est dans un enseignement de qualité parce que toutes les étapes ont été franchies de manière adéquate jusqu'à la fin de la formation. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Parfait. Merci Oui, beaucoup pour la professeur, réponse. parfait. Je ne sais pas si Madame Soukaina voulait répondre ou c'est Oui, bon pour vous? c'est parfait, parfait, professeur. Merci beaucoup. Merci. C'était Merci vraiment... beaucoup. Alors, il y avait d'autres questions dans le chat. Alors, une question, c'est quel problème vous avez rencontré lorsque vous faites intervenir des formateurs qui ne sont donc pas des universitaires, ou bien est-ce que vous les formez de façon préalable à la pédagogie? Un peu, quels sont les retours par rapport à cette intégration-là? Merci beaucoup. Il y a une autre innovation qu'on a essayé d'introduire dans notre département. Et c'est vraiment pas fréquent. Nous, avant de dérouler un programme de formation, si c'est un programme de formation de 3 ans ou si c'est un programme de formation de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? La première année, on regroupe pendant 3 jours tous nos intervenants. On a des universitaires, on a des acteurs non académiques. L'objectif, c'est de leur demander de présenter leur syllabus, leur plan de cours. Et on fait un tour de table, on discute sur le plan de cours. Et le plan de cours contient tous les éléments clés, surtout les objectifs pédagogiques, le contenu, mais également les différentes façons d'évaluation du cours. L'objectif était double. Surtout, enrichir le plan de cours, mais également éviter qu'il y ait des redondances. Parce que la plupart du temps, s'il n'y a pas une cohérence entre les enseignants, quelqu'un peut venir faire quelque chose que l'autre avait déjà vu. Donc, la deuxième année, les mêmes acteurs de première année, on les regroupe avec ceux qui vont commencer la deuxième année, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous faisons. Mais à l'approche de chaque année, on essaie de faire ce que l'on appelle la pédagogie universitaire. On prend toute une journée, on invite des pédagogues dans leur domaine pour qu'ils essaient de donner de petits cours de pédagogie aux intervenants. Parce que même nous qui sommes des universitaires, si on n'a pas eu l'occasion d'être à l'élémentaire ou passer par le secondaire pour avoir certaines bases pédagogiques, on ne fait que donner des conférences. Parce que la pédagogie, c'est un art et on apprend à enseigner.
Donc c'est sûr qu'il y aura des gens qui ont tout le temps des difficultés, mais nous, on essaie de notre mieux de les accompagner. Mais on n'est pas là pour également être des gendarmes. Parfait. Alors, il y a une autre question de Madame Lamani. Je vous laisse ouvrir votre micro pour la poser directement. Alors, professeur, comment vous pouvez évaluer l'apprentissage dans vos formations de master? Le système d'évaluation, il est, Oui. comme on l'appelle encore, il y a deux étapes dans le processus d'évaluation. On évalue, il y a l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Donc, est-ce que moi j'ai bien compris la question? Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui. Donc, comment vous pouvez évaluer l'apprentissage dans vos formations OK. chez les élèves, bien sûr? OK. Donc, Voilà. Donc, ce sont bien sûr, c'était, pardon, comment vous pouvez évaluer le dispositif de formation? Donc, dès la mise en place du dispositif jusqu'à la formation, jusqu'à l'animation des cours. l'évaluation. Donc, il y a deux sortes d'évaluation, si je comprends bien. Donc, Mm. voilà, il y a l'évaluation du cours Oui, en tant que tel. oui. Dans l'offre de formation, c'est 30 crédits. Et ces 30 crédits, il y a ce qu'on appelle chez nous des unités d'enseignement et des EC. Donc, des unités UE, unités d'enseignement et éléments constitutifs. Une UE, une unité d'enseignement, peut contenir 3 cours, 3 éléments constitutifs. Et chaque enseignant évalue son cours. Il donne des devoirs, il y a des présentations que les étudiants font, il les note. Et à la fin du semestre, il organise un examen. C'est l'évaluation sommative d'ensemble. Et maintenant, l'offre de formation peut être évaluée. Nous n'évaluons pas, notre offre de formation. Il y a au Sénégal une agence, une autorité. C'est l'autorité, c'est l'ANAQ-Sup, l'autorité nationale de l'enseignement supérieur, qui accrédite les formations avec un dispositif bien clair et un processus qui peut durer jusqu'à 6 mois. Donc, c'est cette autorité-là qui se charge de rencontrer les acteurs que sont les enseignants, les responsables du département, mais également les étudiants qui ont eu à bénéficier de l'offre de formation, mais également essayer de voir, après 5 ans, quel a été le taux d'insertion de ces étudiants-là. Voilà les deux types d'évaluation que je pouvais dire. Parfait, merci. Donc, je voulais juste préciser que le prof Abdoulaye Anne a déposé dans le chat le lien vers le site de l'ANAQ-Sup. Il y a deux autres questions, mais avant, je voulais dire aussi que je sais que le prof Diop a eu à faire une publication sur donc cette démarche innovante de conception de formation. Et ce serait bien aussi si vous avez le lien sous la main, qu'on puisse déposer dans le chat parce que c'est l'objectif de ces séminaires, d'enrichir les participants. Je sais qu'il y a quelques ingénieurs pédagogiques qui nous suivent cet après-midi et que cet article pourrait bien intéresser. Donc, vous pouvez déposer le lien dans le chat aussi. L'autre question, c'était relativement à l'usage des dispositifs de formation à distance. Donc, vous l'avez présenté un peu comme quelque chose qui a fait un apport positif aux dispositifs de formation dans le cadre de cette licence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des problèmes et comment vous avez surmonté ça? Est-ce que vous pouvez reprendre, professeur? Relativement à l'enseignement à distance, donc l'usage des technologies pour enseigner, est-ce que tout s'est passé plutôt de façon linéaire ou bien il y a eu des problématiques aussi que vous avez dû surmonter à cet effet? Vous savez, nous, quand même, je ne dirais pas que la COVID a été pour nous une manne, jamais je ne le dirais,
parce qu'on a été, comme je vous l'ai dit, tout le temps confronté à un problème d'espace. Et il nous arrivait même parfois d'annuler un cours parce que les étudiants ne pouvaient pas avoir accès à une salle. Et avec l'arrivée de la pandémie, les autorités de l'université avaient essayé de faciliter la tâche aux enseignants en leur dotant chacun d'un petit modem avec déjà de l'argent, avec du crédit de connexion. Et par la suite, il appartenait à l'enseignant de créer, de quand même lui-même acheter pour pouvoir se connecter facilement. Les étudiants l'avaient également exigé et nous, on a profité de l'occasion pour dérouler. Je peux vous dire qu'il y a des enseignants qui ont quasiment fait tous leurs cours en ligne. La difficulté, parfois, quelqu'un l'avait tantôt soulevé, j'avais voulu le dire, on peut avoir des professionnels au-delà même de, des lacunes, je ne dirais pas pédagogiques, parce qu'ils n'ont pas été formés pour enseigner, mais nous, on fait cet effort. Ils sont très pris parfois par leur activité professionnelle. On a, par exemple, un cours qu'on a beaucoup retardé. On l'a commencé seulement après la COP qui s'est tenue en Égypte parce que le monsieur était très pris dans cette activité. Et Judy Kael, lui, il a commencé son cours en Égypte avant de venir. C'est vous dire que jusqu'à date, c'est linéaire. Mais nous avons tout le temps des difficultés. Les étudiants, parfois, peuvent être chez eux. Là, il y a des coupures d'électricité qui viennent. Ils ne sont pas responsables de ça. Donc, mais nous, pour ce qui nous concerne en termes de déroulement des cours, on a une idée exacte de ce qui se passe et comment les gens ils le font. Et jusqu'à présent, aucun cours en ligne n'a été suspendu ou annulé. Enfin, je peux le dire. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Nadia, qui avait levé la main depuis quelques moments. Si elle est toujours là. Je pense que non. OK. Est-ce qu'en présence, il y avait des questions pour les personnes qui sont en présentiel? Non? OK. Madame Nadia? Ahmida? OK, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Prof. Aladji Madior, pour avoir accepté d'animer cette session. C'est la dernière de l'année. On reviendra donc très exactement le 19 janvier pour le prochain séminaire avec un thème assez intéressant sur la mobilisation des connaissances. Et on aura l'occasion d'accueillir une nouvelle fois le prof Abdoulaye pour sa présentation. Je voudrais vous laisser la parole, prof Madior, pour faire une conclusion. C'est la dernière de l'année aussi, et donc Merci beaucoup, professeur Judicaël. Je réitère également mes remerciements quand même pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation et surtout de découvrir votre belle ville de Benguérir, hein, et surtout vraiment le souligner, hein, les étudiants de votre doctorat qui sont très dynamiques, très actifs, qui veulent aller de l'avant. Et je l'ai dit, je le répète, je pense que ce partenariat qui nous lie ira de l'avant, c'est fructifiant. Et puis, je remercie tous ceux qui ont eu quand même laissé de côté leurs activités pour nous suivre jusqu'à présent et surtout nous poser des questions très pertinentes. Je vous remercie également, vous aussi. Merci beaucoup et bonne fin d'année, comme tu l'as dit. Merci beaucoup, merci énormément. Je profite donc, avant de conclure totalement, pour vous dire qu'on a maintenant mis en place une page YouTube où progressivement on va retrouver les enregistrements de toutes nos conférences
On est en train d'y travailler. Donc, avant la fin de l'année, on aura à partager avec vous une série de conférences qu'on a eu à réaliser pendant l'année. Et ça va continuer comme ça pour l'année prochaine. Merci beaucoup de votre présence et on va dire à la prochaine. Merci. Ah, mais je le fais après. Non, non, non. Et là, comme ce que tu m'avais envoyé, si je me connecte là, est-ce que je peux le faire? Voilà, vous répondez à mon mail. Et là, vous m'envoyez ça, moi je copie ça.